Alors, on passe à l'axe 2 du coup, hein, qui porte pardon, sur la partie plutôt pacifique, c'est-à-dire les coopérations qui s'effectuent dans ces espaces particuliers que sont les océans et l'espace extra-atmosphérique. Je commence par vous faire écouter un extrait radio en vous posant deux questions, hein, donc qui datent de 2022, vous allez voir. Hein. Dans quelle mesure est-ce que l'espace est un lieu à part? Et qu'est-ce qui rend la collaboration, hein, qui est illustrée par l'exemple qu'on va entendre, nécessaire? Voilà. France Info. L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous la décernez à un cosmonaute qui vient de rentrer sur Terre. Et depuis plus de 20 ans que fonctionne maintenant l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est le genre de nouvelle qui ne fait plus la une. Des femmes et des hommes sont envoyés régulièrement dans l'espace, reviennent, repartent, tout ça c'est banalisé, mais voilà, l'actualité, en l'occurrence l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a rattrapé l'équipage de l'ISS composé jusqu'à mardi de 2 Russes, 4 Américains et 1 Allemand. Depuis le 24 février, les journaux du monde entier se sont tous demandé si la mission allait être compromise, si la coopération pouvait durer. Eh bien, le capitaine de la 66e expédition, le russe Anton Shkaplerov, 50 ans, a parfaitement démontré qu'à bord de l'ISS, il n'y a pas de conflit qui vaille. Après avoir dirigé la mission pendant 5 mois, il a piloté hier le retour dans l'atmosphère et l'atterrissage au Kazakhstan, ramenant avec lui son compatriote russe, Doubrov, et son camarade américain, Van der Haay, évidemment sans poser aucune condition, saluant au contraire ceux qu'il appelle ses frères de l'espace. La veille, c'est à un autre Américain, Thomas Marshburn, qu'il a passé les rênes du commandement de la station avec un discours plein de pudeur. Les gens ont des problèmes sur Terre, a-t-il lancé. Ici, en orbite, nous sommes une seule et même équipe. Cette station spatiale est un symbole d'amitié, de coopération et de tout ce que nous pourrons faire ensemble dans le futur. Shkaplerov, 4 missions au compteur, est un militaire, ingénieur, pilote de chasse qui prône la concertation, le travail d'équipe. Après lui avoir passé la main, il a serré dans ses bras son successeur américain, sous les applaudissements nourris de l'équipage, tous mesurant très bien le contexte et la pression qui pèse actuellement sur Terre, pression qu'ils ont aussi ressenti là-haut, par exemple, quand les Russes, l'année dernière, ont fait exploser un vieux satellite avec un missile, créant en un instant 1500 débris spatiaux non loin de l'ISS. Une petite urgence, a ironisé Shkaplerov, juste un satellite qui a failli tous nous tuer, mais on a bien travaillé ensemble et on s'en est sorti. C'est que vivre encapsulé au milieu d'un espace hostile, mortel, eh bien cela unit. Le vide ne regarde ni les passeports ni les nationalités. Tous ceux qui sont allés là-haut reviennent avec ce constat, celui de la vulnérabilité, de la nécessaire solidarité pour survivre. C'est vrai aussi pour ce bas monde. Faut-il aller dans la stratosphère pour le réaliser? This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Fastoche Renaud Dely. Qu'est-ce qu'il était beau, hein? Ouais. Beau comme Bowie. Qu'est-ce qu'il chantait bien? David Ouais. Bowie. Ouais. Space Oddity. Il est jamais allé dans l'espace. Tout à fait. Space Odyssey de David Bowie. Rien à rajouter. Pour une fois, ça nous changera. Merci la météo. Vous l'avez entendu, hein, l'espace apparaît ici hein, comme un lieu à part parce que c'est un lieu où ce qui compte, c'est la science, et que la science est vue ici essentiellement comme profitant à tous et étant produite par tous. Donc c'est un lieu pacifique, hein, de coopération scientifique particulier. Qui toutefois n'est pas totalement évidemment à l'abri complètement des enjeux de puissance. Je vous le rappelle, hein, la question qui se pose sur les circulations en orbite, hein, c'est celle des tirs pour détruire des satellites qui menacent aussi, qui a menacé ici aussi la station internationale. Alors, cette collaboration, elle est rendue particulièrement évidemment importante dans le contexte de l'espace extra-atmosphérique, puisque on a quelque chose qui est un environnement qui est hostile, et que dans cet environnement hostile, évidemment, hein, la collaboration est nécessaire. Ce qui explique que les puissances, même les grandes puissances, cherchent la collaboration des autres pays. C'est aussi que ils savent que tout seuls ils n'y arrivent pas, ou qu'ils y arrivent moins bien, que ça leur coûte plus cher, et que donc ils ont tout intérêt à cette collaboration. On peut prendre
on peut prendre donc plusieurs exemples. Hop là, je prends aussi, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ici, l'exemple d'un robot posé sur Mars, le robot Perseverance, qui s'est posé sur Mars en février, qui s'est posé, voilà, qui a marqué le robot de mars 2020. En fait, il s'est posé en février 2021. Ce qu'on voit, c'est que, alors certes, c'est un robot qui a été lancé par la NASA, donc un robot américain, mais que sur ce robot américain, certes, encore une fois, vous avez l'essentiel du robot qui est produit par la technologie américaine, donc c'est les parties qui sont grisées sur l'infographie que vous avez, mais vous voyez aussi l'ensemble des choses qui sont pas américaines, d'accord, qui viennent de collaborations, en particulier de collaborations européennes avec des éléments français, mais aussi des éléments espagnols ou norvégiens qui apparaissent ici. Donc les technologies circulent entre les pays et très souvent l'espace est aussi par nécessité, on pourrait dire un peu la même chose des océans, un lieu de collaboration. Donc c'est ce qu'on va voir là, en quoi la problématique est celle-là, les spécificités des océans et de l'espace produisent le besoin de limiter les dérives, puisque le problème de ces espaces, c'est aussi le faible encadrement juridique, ça on en a déjà parlé, et donc comme il n'y a pas d'encadrement juridique, eh bien qu'il y a des acteurs qui cherchent à faire un petit peu n'importe quoi, à s'approprier les ressources, d'autres qui cherchent à l'inverse à les préserver, les États sont un petit peu forcés de collaborer pour essayer de réguler l'utilisation de ces espaces. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc ils s'accordent sur des règles communes. Par exemple, le fait de territorialiser les espaces océaniques ou de mettre en place des équipements communs à la station spatiale internationale. Voilà. Donc on est en fait dans un espace qui est juridiquement un petit peu en construction, qui est un petit peu un Far West, et donc les États sont amenés à collaborer entre eux pour mettre de l'ordre dans tout ça et pour surtout se préserver de risques qui pourraient eux-mêmes les menacer. Donc on va là aussi faire en deux parties, une partie sur l'espace, une partie sur les océans. On commence par l'espace. On va suivre un petit peu le fil de la chronologie. Donc avec évidemment, il faut remonter à la guerre froide. On en a déjà parlé, donc je vais aller vite. Pendant la guerre froide, évidemment, ces collaborations elles reflètent la logique des blocs, c'est-à-dire que d'abord, ce qui se passe, c'est que chacun des deux grands va collaborer avec ses alliés respectifs. Donc la NASA affiche dès le début, puisqu'il s'agit, on l'a dit, essentiellement quand même d'une opération de communication. En tout cas, il y a beaucoup de communication dans ce projet spatial. Sa volonté de développer une coopération internationale dans le domaine spatial. Alors, c'est une coopération qui s'effectue quand même essentiellement à son profit, puisque c'est elle aussi qui finance l'essentiel des recherches, mais on a plusieurs pays alliés, donc du bloc occidental, qui vont par exemple proposer leur territoire pour des tirs de fusée. Je pense à des pays européens. Voilà, c'est ce que j'ai dit. À des pays européens comme l'Espagne ou la Grèce, ou même d'autres pays qui sont plus ou moins alignés sur les États-Unis, le Brésil ou l'Inde, l'Inde qui est quand même un petit peu indépendant. Évidemment, l'idée c'est quand même aussi éventuellement de bénéficier des technologies ou au moins des retombées. Par exemple, ce qui est effectivement là pour le coup distribué assez généreusement par les États-Unis, c'est les données qui sont récoltées sur les phénomènes atmosphériques et qui servent à tout le monde. Alors ça, c'est pour le bloc de l'Ouest. Pour le bloc de l'Est, c'est pris en charge par un programme international qui s'appelle Intercosmos, donc qui en fait va s'occuper des coopérations entre l'Union soviétique et ses pays alliés, mais aussi avec des pays qui éventuellement sont pas dans le bloc de l'Ouest, par exemple la France, qui en 1966, je vous rappelle que l'Agence spatiale française, donc le CNES, le Centre national d'études spatiales, a été créé en 61, va signer un accord de coopération scientifique et technique avec Intercosmos. Donc il y aura des échanges entre les astronautes français et soviétiques. La France a lancé l'année précédente son premier satellite, et on est dans une politique d'indépendance ou de non-alignement, plus ou moins quand même, voulu par le général de Gaulle, donc ça s'inscrit là-dedans. Alors, l'évolution de l'histoire de la guerre froide va aussi se marquer par des collaborations. La plus célèbre, on l'a déjà évoqué, c'est le programme Apollo-Soyouz en 1975. Donc, il y a un vaisseau Apollo qui part et qui est lancé donc depuis la Floride, depuis Cap Kennedy, et un vaisseau soviétique Soyouz, le lanceur Soyouz,
qui est lancé depuis Baïkonour, et ils vont s'amarrer ensemble, comme c'est représenté sur l'image. Donc vous avez les astronautes, des cosmonautes donc soviétiques ici, pardon, les astronautes américains ici, et des maquettes qui symbolisent l'amarrage, et puis ils se serrent la main en orbite, et c'est filmé, retransmis en direct. Voilà, donc on est dans une phase de coopération qui se traduit aussi au niveau européen, puisque 75 c'est aussi l'année où est créée l'Agence spatiale européenne, l'ESA, par 11 États européens. Qui va permettre d'assurer l'indépendance spatiale de l'Europe. Voilà, donc ça c'est pour la collaboration pendant la période de la guerre froide. Alors, cette collaboration se traduit aussi par des essais de régulation. Donc c'est évidemment le traité de 1967 qui est repris par un traité sur la Lune qui cette fois-ci se fait dans le cadre qui se fait dans le cadre de l'ONU, qui sera pas ratifié par les puissances spatiales, en particulier la France et l'Inde. Elles l'ont signé mais elles l'ont pas ratifié. Et donc globalement l'idée de ces deux traités, et surtout donc du premier, c'est de considérer que les objets célestes, donc ce qui est pas la Terre, donc les astéroïdes ou les planètes ou le satellite que représente la Lune, sont un patrimoine commun de l'humanité. On intègre là-dedans quelque chose qui est important, qui est très important, surtout maintenant, c'est les orbites. C'est-à-dire que, évidemment, même s'il y a de la place, plus il y a de satellites, moins il y a de place pour les orbites. Vous savez que ces satellites tournent extrêmement vite. Et donc, là aussi, on ne peut pas s'accaparer une orbite pour y mettre uniquement ces satellites et expulser les satellites des voisins. Donc c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'appropriation de l'espace. On l'a dit, les satellites, c'est quand même ce qui est le plus rentable. Le deuxième élément, vous le savez, c'est l'utilisation à des fins militaires de l'espace. Alors globalement, ce traité il est quand même plutôt considéré comme un échec. En fait, donc il a été signé mais pas ratifié ni par les États-Unis, la Russie, la Chine ou même le Japon. Donc c'est quelque chose qui a le mérite d'exister, mais qui est pas satisfaisant. Deuxième élément, qui va rappeler ce qu'on va voir sur les mers, la circulation dans l'espace, elle est libre, elle est ouverte à tous. Les pays ont fait un accord à l'ONU en 68 qui fait que si jamais il y a un problème et qu'un astronaute doit atterrir quelque part sur Terre et que c'est pas le pays dont il est parti, eh bien évidemment le pays qui récupère l'astronaute doit l'assister, quelle que soit sa nationalité. Alors, pour les satellites, ils peuvent survoler tous les territoires, ça c'est très important sur des questions d'observation, y compris à des fins militaires. Donc on considère qu'ils ont le droit de survoler tous les territoires, donc il n'y a pas le droit de tirer par exemple des missiles pour empêcher le survol, à condition quand même d'être immatriculés par les États. Donc les satellites ont une immatriculation. Pourquoi ? Parce que s'il y a un dommage qui est provoqué par ce satellite, il faut qu'on sache qui est responsable et qu'éventuellement on puisse se retourner contre l'État dont provient le satellite. Par exemple, là, il y avait une station spatiale, Tiangong 1, qui depuis 2017 ils ont perdu le contrôle, elle a fini par se crasher. Mais donc là, voilà, c'est la Chine qui est responsable des dégâts causés par cet épisode. Alors donc, ce qui veut dire que même pendant la guerre froide, on a aussi une collaboration, une coopération qui s'explique aussi par les problèmes particuliers que pose l'espace. D'accord ? Le traité de l'espace, il est au moment de la course à la Lune. C'est aussi parce que chacun veut empêcher l'autre de s'approprier éventuellement la Lune, puis que les deux puissances ont par exemple besoin d'accéder à l'espace. Alors cette collaboration, évidemment, elle est encore plus marquée à la fin de la guerre froide. Ou à un moment où on pense que intégrer l'ensemble des pays dans un dialogue commun, et elle va s'incarner dans la station spatiale internationale, donc en anglais ISS, qui en fait revient, qui donc est une incarnation finalement de ce multilatéralisme, qui en fait est la reprise de quelque chose qui est un vieux projet, l'idée d'avoir autour de la Terre une station qui servirait à la fois pour l'observation de la Terre et puis qui ferait office de laboratoire, c'est-à-dire comment se comportent par exemple les objets dans l'espace, comment se comportent les humains dans l'espace. Donc ça, on aurait c'est une espèce de laboratoire spatial qui avait déjà été évoqué dans les années 1950. Même si l'idée d'abord de cette station spatiale internationale, c'est plutôt, toujours dans la logique américaine, d'en faire une étape dans la conquête de l'espace, une espèce de camp de base, comme on dit en alpinisme, plutôt qu'un laboratoire. Donc
c'est peu à peu que va se former cette idée d'un laboratoire de l'espace, puisque c'est ça qu'est la Station spatiale internationale. Euh, alors à ce moment-là, effectivement, c'est plutôt une spécialité soviétique. Alors les Américains, ils ont lancé en 73. Donc vous vous souvenez, en 72, c'est la dernière fois que les Américains vont sur la Lune et ils se réorientent vers d'autres projets. Donc il y a la navette. Puis ils avaient lancé un projet Skylab qui a été en fait assez rapidement abandonnée. La station a été désintégrée en 79, une autre dans les années 80. Pourquoi? Parce que en face ils ont les soviétiques qui se sont spécialisés là-dedans. Mais ça coûte cher et donc ils vont voir dans la fin de la guerre froide l'opportunité de faire cofinancer cette station spatiale par d'autres pays et donc se tourner vers l'idée d'une station spatiale internationale. Les soviétiques, eux, on a dit, comme ils ont fait la Lune, ils se sont retournés vers cette idée de station, enfin vers le vol habité et vers du coup les idées de station spatiale internationale, dont ils sont devenus des spécialistes. Alors il y avait eu Salyut dans les années 70, mais vraiment leur gros succès, c'est la station spatiale Mir, on l'a dit déjà, qui avait été lancée en 86 et qui de fait était devenue l'unique possibilité de réaliser des séjours dans l'espace. Alors il y avait la navette, mais la navette c'était un aller-retour. Euh, du coup, cette station va servir à partir des années de la fin de la guerre froide pour accueillir des astronautes qui viennent d'autres pays, des Français, des Allemands, mais des Britanniques, des Autrichiens, voilà, en particulier, enfin, plutôt des Européens. Euh, alors, avec la fin de la guerre froide, du coup, donc dans les années 80, pardon, oui. Avec la fin de la guerre froide, les Américains vont essayer de finalement fusionner les deux. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre leur idée qu'on avait dit de station spatiale internationale, mais ils vont se dire pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas les spécialistes, à savoir les Russes, puisque l'URSS n'existe plus. Et donc, il y a un nouveau projet qui est relancé. Les Russes, de leur côté, ils sont en pleine transition, donc ils renoncent à construire une nouvelle station Mir, la station Mir 2, et ils vont s'associer au projet américain. Et les Américains, eux, ce qui les intéresse, c'est le savoir-faire des Soviétiques en matière de station spatiale. Donc la Russie est intégrée au nouveau projet qui est celui de la Station spatiale internationale et qui date de 93, donc on est vraiment 2 ans à peine après la chute de l'URSS, on est juste après la guerre froide. Alors au final, on a 16 pays et surtout 5 agences spatiales. Donc il y a la NASA évidemment, il y a l'agence russe qui s'appelle Roscosmos, il y a l'agence européenne ESA, donc ça c'est les grandes, mais il y a aussi l'agence ASC, ça c'est les Canadiens, les Japonais, on a parlé des Japonais, l'agence JAXA, et donc chacune de ces agences va faire 2 choses, c'est d'abord apporter de l'argent, et ensuite apporter aussi des éléments de technique, des éléments de modules. Et à partir de 1990, en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a des lancements. À chaque fois, il y a un lanceur qui apporte un module en orbite, puis il faut attendre qu'il y ait un deuxième lancement qui vienne amener un deuxième module qu'on va assembler au premier. Donc c'est progressif. Et la date de départ, c'est 98, et il faut attendre un petit peu pour qu'on puisse avoir des gens qui restent dedans. Donc le premier module, c'est quand même un module russe, c'est intéressant, même si ça a été payé par les Américains. Donc, globalement, on a quelque chose qui s'étale dans le temps, c'est-à-dire que le premier module est mis en orbite en 98, on a déjà en permanence à partir de 2000, et la station, elle est en fait finie uniquement en 2010, parce qu'il y a eu régulièrement des lancements pour apporter un nouveau module. Donc, dans l'état actuel, on a un truc qui a la taille d'un terrain de foot et qui pèse 465 tonnes, qui est pas très haut, qui est à 400 km d'altitude, et qui fait le tour de la Terre 16 fois par jour, ce qui permet de faire des observations. Alors, donc, depuis 2000, du coup, il y a des astronautes qui sont là en permanence, et ces astronautes sont des astronautes de nationalités différentes, qui sont essentiellement là pour faire 2 choses. D'une part, des recherches scientifiques, d'autre part, pour assurer le maintien de la maintenance de la station, avec des expériences qui se font au bénéfice de toutes les agences. D'accord ? Les expériences peuvent être faites séparément ou bien en commun. Le financement, vous le voyez là non, excusez-moi. Le financement, il est majoritairement américain, mais oui,
Oui, ça c'est pas le, c'est les agences qui ont fait l'expérience. Excusez-moi. Le financement, il est essentiellement américain, mais vous avez quand même l'importance hein, évidemment des interventions de la Russie, puisque c'est la Russie, vous le savez, hein, après la dernière navette, hein, après le crash, l'accident Columbia, qui va être la seule hein, entre 2011 et 2020 à transporter les équipages. Bon, pour la partie européenne, c'est un laboratoire hein, qui s'appelle Columbus, hein, qui correspond en gros à la partie européenne. Donc on a des expériences qui sont essentiellement des expériences scientifiques, c'est-à-dire en médecine, hein, voilà, le comportement du corps dans cet environnement, des physiques, hein, des expériences de ce qu'on appelle en microgravité, bon, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas soumis à la pesanteur terrestre, hein, il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de tester. Il y a aussi des expériences technologiques, c'est-à-dire qu'on va tester un certain nombre d'équipements, à voir comment ils résistent hein, dans ces conditions. Et donc, ces expériences se font en commun. Donc, le fameux Thomas Pesquet, donc, qui est français et qui travaille donc du coup pour l'Agence spatiale européenne. En fait, il a fait une 60 expériences lors de sa mission à Proxima. La moitié pour la NASA, même s'il est européen, même s'il est français, donc la moitié pour les Américains. 20 pour l'Agence spatiale européenne, et en particulier le CNES, le centre français, mais aussi 6 pour le Japon, le JAXA, et 4 pour les Canadiens de l'ASC. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la manière dont ça fonctionne, on envoie des gens en passe pour faire des expériences. Alors ça c'est pour ce qui concerne la Station spatiale internationale, qui est effectivement un exemple typique hein, de collaboration. C'est pas le seul exemple de ces collaborations. Il y a aussi d'autres collaborations qui existent hein, et qui vont en particulier permettre d'ouvrir l'espace hein, aux États qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas les moyens d'y accéder, sachant qu'évidemment c'est de plus en plus important. Je reprends l'exemple qu'on a déjà vu, hein, c'est l'exemple de la collaboration entre les Émirats arabes unis et le Japon. On avait parlé de la sonde autour de Mars, mais les Émirats arabes unis ont même envoyé leur premier astronaute dans l'espace. Bon, c'est un peu symbolique hein, pour montrer qu'on s'affirme comme puissance spatiale, mais c'est aussi évidemment un moyen hein, pour les collaborateurs, c'est un moyen ici d'avoir des fonds, et puis pour les Émirats arabes unis, hein, c'est un moyen aussi disons, de se former, hein, de commencer à avoir des technologies dans ce domaine. Évidemment, hein, vu le coût hein, énorme hein, des expéditions dans l'espace, c'est quand même la question financière hein, qui explique souvent hein, le recours à des collaborations. On préfère avoir affaire hein, parfois au savoir-faire étranger plutôt que de financer hein, des recherches hein, pour acquérir le même savoir-faire. Par exemple, dans les sondes américaines et chinoises, on a un certain nombre d'outils scientifiques français hein, qui sont embarqués parce que les Français sont les meilleurs sur certains points. Alors, ces collaborations peuvent éventuellement être rivales. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a collaboration qu'il n'y a pas en même temps affrontement. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme pendant la guerre froide, collaboration contre collaboration. Par exemple, la station spatiale chinoise, qui s'appelle donc comme ISS, sauf que c'est un C à la place du I, donc c'est China Space Station, ou en chinois Palais Céleste, alors je ne sais pas comment ça se dit en chinois, est en train d'être terminée, hein, l'assemblage s'est terminé en 2021. Elle a été conçue pour accueillir des astronautes étrangers. Alors on ne sait pas encore très bien lesquels, mais en gros l'idée c'est quand même d'avoir des coopérations hein, qui seraient qui seraient avec la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine a été exclue hein, de la station spatiale internationale, hein, parce que les Américains avaient peur hein, que leur vol en gros leur technologie. Comme on l'avait dit hein, pour le spatial de manière générale, évidemment on a une diversification des acteurs. Donc maintenant, on va avoir des collaborations avec des entreprises spatiales privées. Bon, le cas évident, c'est celui de SpaceX et Boeing qui collaborent pour l'ISS et à qui donc la NASA a confié le transport des passagers vers l'ISS. Alors, cette collaboration spatiale, elle va pas sans un certain nombre de limites. Donc la première limite, on l'a dit, c'est l'idée du Space Act. Donc
qui veut remplacer au maximum le financement public par le financement privé, donc qui de fait autorise les entreprises privées américaines à autoriser les ressources extraterrestres. Donc, c'est-à-dire qu'elle leur confère le droit d'extraire et de vendre les ressources naturelles des astres, pour inciter les entreprises à investir dans le domaine spatial. D'accord? Donc il y a évidemment, on l'avait déjà dit, il y a plusieurs domaines, l'exploitation des ressources spatiales, les séjours linguistiques dans l'espace, les séjours touristiques dans l'espace. Enfin voilà, ça peut être assez varié. L'idée, c'est de désengager l'État pour que ça lui coûte moins cher, puisque derrière, il y a toujours cette idée centrale du coût énorme de l'utilisation de l'espace. Et bizarrement, on a d'autres pays qui font la même chose. Assez étrangement, le Luxembourg a fait un SpaceX luxembourgeois en 2017. Pourquoi? Parce que le Luxembourg a besoin de diversifier son économie, donc c'est une petite économie mais qui est très dépendante de la finance, et il voit dans ce territoire, comme il manque de territoire, d'une certaine manière, il va se chercher un territoire dans l'espace, au besoin en important des technologies américaines. Alors évidemment, cette question, je vous disais, c'est une histoire de dessous. L'ISS, le problème c'est que ça coûte très cher. Les États-Unis ont annoncé qu'ils voulaient cesser de la financer. Alors les dates changent, ils avaient dit de 2025, ils pourraient prolonger un petit peu. Ils cherchent aussi à trouver des moyens de le financer de manière privée. Donc il y a déjà eu un touriste de l'espace en 2001, il est possible qu'il y en ait des nouveaux. Bon, avec un petit ticket d'entrée à 58 millions de dollars, pourquoi pas. Alors c'est vrai que la station est très chère, elle coûte 150 milliards de dollars. Ce qui fait qu'elle est assez critiquée par un certain nombre de scientifiques qui disent mettre en avant les bienfaits scientifiques de la station, c'est un peu c'est un peu de la pub, parce que en fait, comparé au coût, les apports scientifiques sont en fait assez modeste. Par contre, cette station, elle a aussi une utilité qui est de maintenir un certain nombre de capacités, maintenir un certain nombre de savoir-faire. Par exemple, le vol habité, c'est une capacité qui doit s'entretenir, si on veut pas la perdre. Dernier élément, la question des débris, qui pose la question de la coopération. On le voit ici, donc on voit de plus en plus le problème des débris qui se pose. La question, c'est il faudrait que les États se mettent d'accord pour mettre fin à ces débris et pas qu'ils fassent le contraire. Ici, on avait on a un accident entre un satellite russe et américain. On voit une augmentation du nombre de débris, les tirs de missiles vers l'espace multiplient les débris, donc qui se charge de nettoyer l'espace ou qui prend ses responsabilités? Ça, c'est une question qui va être de plus en plus importante parce que vous l'avez vu et on en a déjà parlé, les débris potentiellement ils pourraient créer une réaction en chaîne qui aboutirait à détruire tous les satellites et à rendre même très difficile le lancement de nouveaux satellites. Donc c'est vraiment un gros risque. Le deuxième problème, c'est la question du transfert de technologie. Les États, évidemment, ils veulent garder le contrôle des données, des données sensibles, même au sein de l'agence européenne. Tous les projets de surveillance de l'espace, par exemple, projets qui seraient des projets de satellites ou de surveillance des débris spatiaux, sont en stand-by, sont gelés, parce que il y a plusieurs pays qui disent mais oui, mais si on dit aux autres où sont nos satellites, c'est une question stratégique, et donc on garde cette donnée-là qui est une donnée sensible. Donc du coup, il y a des problèmes sur les transferts d'informations, et c'était aussi au nom de la crainte de l'espionnage technologique que les États-Unis ont refusé la participation de la Chine à l'ISS. C'est une réglementation qui s'appelle ITAR, qui empêche par exemple que les satellites américains soient lancés par des lanceurs chinois, parce qu'on a peur que les États-Unis ont peur que les Chinois récupèrent leur technologie. Alors, il y a des possibilités aussi de collaboration. Évidemment,
Les défis communs poussent à la collaboration. Alors, un des défis, c'est entre autres la question du changement climatique. Donc, par exemple, une des premières coopérations franco-chinoises, c'est le lancement d'un satellite en 2018, un CFOSat, qui est un satellite de surveillance atmosphérique pour comprendre le changement climatique et ses évolutions qui concernent évidemment tout le monde.